Salut Thomas, Salut comment tu Thomas, vas? ça va et toi? Ça va. Très content de te recevoir sur le podcast pour parler du projet de RP Rentable. Donc, du coup, on est dans cette fameuse série du coup, que l'Ebox sponsorise là, depuis quelques temps. Et j'aimerais qu'on discute ensemble. Voilà. Finalement, je vais pas dire, on va pas parler que de mon projet, mais j'ai envie qu'on parle forcément d'immobilier. Et on va parler finalement de tout ce qui est lié au projet que je suis en train de réaliser, parce que c'est quand même une série que suit mon audience. Et vu que voilà, tu as quand même, un petit background en immobilier, je pense que tu es voilà, tu une super personne pour échanger sur tous ces sujets. Est-ce que pour démarrer, tu peux commencer par te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Yes, avec plaisir. Écoute, merci pour l'invitation sur cet épisode. Moi, je m'appelle Thomas du coup, 31 ans. Je fais de l'immobilier, moi j'ai attaqué en 2018. Je fais surtout de l'immeuble de rapport, moi c'est un peu ma spécialité. Donc moi j'aime bien, les immeubles dans des villes plutôt petites, moyennes. J'aime beaucoup les travaux aussi, donc je crois qu'on va pouvoir en parler aujourd'hui. On va en parler, hein, c'est un peu le gros sujet du moment chez moi. Ouais, et ben, parfait. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ça parce que, bah, c'est là aussi que tu fais les meilleures affaires, c'est là que tu peux le mieux négocier et puis j'aime bien aussi ce côté un peu waouh avant-après. Quand tu regardes les photos quand tu as acheté, quand tu regardes les photos une fois que c'est rénové, tu te dis quand même qu'avec tes travaux, on peut faire plein de choses. Donc moi, j'aime bien toute cette partie-là et en parallèle, bah, je suis aussi du coup le fondateur de l'e-Box qui est, l'application qui aide les investisseurs à trouver des biens rentables, qui les aide à valider la rentabilité des biens, qui les aide sur toute la partie fiscale et cetera. Et donc, ça fait maintenant 5 ans que je fais à la fois l'investissement immobilier à titre perso et l'e-box qui a été lancé en 2020 du coup. OK. Là, aujourd'hui, tu as combien de lots déjà? Tu m'avais dit dans un autre Moi, je suis à épisode? 17 là. 17, OK. OK, alors je rappelle rapidement aussi parce que j'ai tendance à le rappeler en début de chaque épisode de la série RP Rentable. Je rappelle très rapidement le concept, hein, pour ceux qui découvrent peut-être cette série. Donc j'ai acheté une maison qui va être ma RP, donc ma résidence principale et j'essaye de faire en mode que je fais en mode investisseur. C'est-à-dire que j'ai acheté avec la physionomie d'un investisseur, c'est-à-dire avec des travaux, un truc un peu pourri, on va créer de la valeur dans le bien. Mais il y a un double objectif, c'est-à-dire que plutôt que de faire, on va dire, la manière classique de résidence principale et de s'endetter à fond, de prendre un truc tout nickel et voilà, et de vivre dedans et du coup de se bloquer pour d'autres projets, j'ai essayé d'acheter un truc, voilà, où on va créer de la valeur, où on va viser une plus-value à la revente pour profiter de l'exonération fiscale et aussi, on a acheté plus grand pour pouvoir louer une partie et du coup, ça permet de mixer, d'avoir ces 2 avantages qui est de profiter de l'exonération fiscale à la revente grâce à l'année fiscale de la vente de la RP et aussi de pouvoir avoir une partie de mon crédit qui est remboursée par, mon futur locataire. Donc concept de l'RP rentable, redétaillé et j'aimerais qu'on aborde cet épisode par une grande question, Thomas, qui est, le grand débat qui est: est-ce qu'il vaut mieux acheter sa RP ou est-ce qu'il vaut mieux commencer par le locatif? Je sais qu'il y a plein de scénarios, mais j'aimerais, qu'on échange là-dessus et avoir déjà ton opinion là-dessus. Ouais, c'est un grand débat comme tu le dis, on voit, absolument tout sur cette question-là. Hem, la vraie réponse, c'est ça dépend. Après une fois qu'on a dit ça, bah, on n'a pas dit grand-chose. On va pouvoir creuser là-dessus, mais moi je trouve que c'est assez souvent une bonne solution, même si tu vois, moi à titre perso, je l'ai pas fait. Parce qu'en fait, globalement, ça dépend vraiment de dans quelle ville on se trouve en France. Et en fait, moi j'aime bien, alors je l'ai pas trop précisé dans ma présentation, mais moi je suis de formation, ingénieur, j'ai bossé dans la finance et du coup j'aime bien un petit peu cet aspect, financier pour vraiment comprendre, ce que rapportent les investissements, le côté vraiment, fiscal aussi j'aime beaucoup. Et en fait, quand tu achètes une ERP, tu as un espèce de rendement associé, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, toi, tu rentres dans une ERP. Avant, tu étais locataire, forcément, parce que du coup, tu es obligé de te loger et du coup, en fait, bah, tu as investi une certaine somme d'argent et tu as économisé un loyer, tu vois? Et ça, en fait, c'est pas vraiment différent que de dire: «J'ai investi une certaine somme d'argent et j'ai gagné un loyer». Tu vois, en termes de delta, toi, sur ta trésorerie, Mmh. bah, tu as gagné ce montant du loyer, tu vois? Et donc ça, c'est un truc que je vois pas trop, autour de moi dans les personnes justement qui achètent leur RP. C'est de dire: «Bah, en fait, c'est quoi le rendement locatif de ma RP?» Même s'il y a pas de locataire, donc il y a pas vraiment de rendement locatif. Mmh. En fait, il y a une espèce d'équivalent rendement locatif. Si toi, avant, tu payais 500 € de loyer et que, bah, en fait, tu achètes une RP à 100 000 €, bon, je fais des chiffres simples, bah, ta RP, en fait, elle a un rendement de 6. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Et donc Ouais, du coup, ouais. c'est comme ça que tu le calcules
Et en général, c'est vrai que quand tu es dans des villes où l'immobilier est très peu cher, eh ben, tu as des biens immobiliers qui sont très rentables. Donc, il vaut mieux peut-être acheter ta RP et du coup, avoir un truc rentable pour toi parce que ça a plein d'avantages d'avoir sa RP, on va le voir juste après. Et quand tu es dans une ville qui est hyper chère, moi, par exemple, quand j'habitais à Paris, là, pour le coup, si j'avais acheté ma RP, j'aurais fait un investissement qui n'était pas du tout rentable. Et surtout, en fait, ça m'aurait bloqué au niveau de ma capacité d'endettement. Donc là, j'ai préféré rester locataire et puis investir dans des zones où c'était moins cher pour avoir plus de rendement locatif. Ouais. Donc déjà, finalement, le premier critère pour savoir si c'est intéressant, c'est, quel est le prix du secteur où on habite, en fait? C'est ça. Et là, tu as un truc alors, moi, je vais un peu, je vais pas dire un peu contredire ce que tu dis, mais est-ce qu'il n'y a pas une solution, intermédiaire pour ceux qui sont alors là, je m'adresse à ceux qui sont dans les grandes villes et qui du coup, où le prix de l'immobilier est cher. Est-ce qu'il n'y a pas on va dire un chemin détourné pour contourner ça et de faire du marchand de biens un peu, alors je vais pas dire déguisé, mais d'acheter sa RP un peu comme je fais en ce moment, Mm. sans forcément le côté locatif, vraiment acheter un truc pourri que tu rénoves, tu habites 2, 3, 4 ans dedans, tu revends et vu que tu es dans des zones à très forte tension et du coup avec un prix de l'immobilier, qui a plutôt tendance à s'apprécier, si tu fais une bonne affaire à l'achat, tu peux aussi, du coup, faire de beaucoup. Alors, on n'est pas du tout dans le même objectif, on n'aura pas du rendement, on va viser clairement la plus-value, donc on va dire, on décale le gain. Mais est-ce que ça peut pas être une solution aussi, tu vois, pour, je sais pas, peut-être pour accélérer même en fait, de faire comme ça? Ouais, totalement, ça marche, ouais. Si tu sais le faire, en fait, ouais, c'est une très bonne solution. Parce qu'en effet, quand le prix de l'immobilier est cher, c'est plutôt des villes où tu vas faire du marchand de biens, parce que tu vas plus facilement faire une marge. Quand le prix de l'immobilier est peu cher, c'est plutôt là où tu vas faire du locatif, parce que tu auras du fort rendement. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît très bien sa ville et qui est capable, justement d'acheter, intelligemment et de revendre avec une marge, c'est un super moyen. Après, ça reste «d'autres compétences» entre guillemets, c'est un peu un autre Ouais. métier. Et faut voir là, tu vois, tu parlais de rester 3 4 ans, dedans. Si tu fais ça à Paris, par exemple, c'est-à-dire que pendant 3 4 ans, tu achètes pas trop de locatifs à côté parce que normalement, tu vas être quand même bien endetté. Donc en fait, ça s'inscrit un peu dans une stratégie, globale, mais en soi, si tu sais le faire, c'est très, très bien aussi, tu vois? Ouais, c'est vrai que ouais. En fait, je te dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui commencent par ça en fait, qui veulent pas forcément gérer de locataires ou qui même, ils trouvent que c'est plus facile de faire ça pour le financement et enfin, ils appellent ça des allers-retours, des je sais En pas moi, des RP, ouais. flips, enfin bref, il y a Ouais, un ouais, peu de ouais. un peu de tous les noms là-dessus, alors après je sais qu'il faut quand même être vigilant parce que je sais que le fisc, ils ont aussi, commencé à émettre des idées de loi pour, un peu retoquer ça. Alors elle est pas passée la loi, mais, il y en a une qui a essayé de passer, je crois que c'était fin d'année dernière, où ça disait qu'il fallait rester 5 ans dans sa RP aussi, donc forcément si ça fait ça, ça pourra limiter la chose. Mais je me dis, voilà, ça peut être aussi des solutions un peu annexes, tu vois? Plutôt que de trancher entre, RP et locatif. Mais, heu, mais ouais, j'entends bien qu'effectivement, quand tu fais ça, tu es aussi bloqué finalement si tu veux aller vite finalement et acheter beaucoup de biens pour peut-être atteindre la liberté financière, je sais pas si c'est vraiment le meilleur moyen finalement. Enfin, tu vois, ça permet de gravir des marches plus rapidement, faire du cash, la Ouais. façon dont j'ai dit, hein. Mais par contre, pour vraiment laisser tourner du patrimoine qui s'amortit avec, voilà, beaucoup de biens, forcément, tu risques d'être bloqué au niveau du crédit, quoi. Surtout que, ça devient une activité un peu à plein temps, tu vois? C'est pas une approche où tu construis un patrimoine qui grossit jusqu'à un moment où tu dis: «Bah, c'est bon là, mon patrimoine il est assez gros, je peux quitter mon boulot et vivre de mon immobilier». Là, en fait, on est en train de parler de faire du marchand, alors que tu le fasses en RP ou que tu le fasses en marchand, globalement, c'est les mêmes activités, hein, c'est juste la fiscalité qui change. Bon, sur la RP, il faut peut-être rester un petit peu plus dedans pour pas se faire requalifier. Voilà, il faut quand même préciser que Mmh. ça, des fois, c'est un petit peu touchy parce que tu en as qui abusent un peu Ouais. justement de cette exonération de la plus-value à la revente en RP. Donc, faut pas Bah, non c'est pour plus ça que faire la des achats loi, tous les 6 enfin mois. c'est pour Ouais. ça qu'ils Et ont voulu faire une loi pour éviter que les gens abusent, ouais. et je trouverais ça pas trop déconnant, même si, Bien ça sûr. me ferait pas forcément plaisir à moi non plus. Mais, en soi, ce serait logique. Ce serait logique, tu vois? Pour éviter que Bien les gens sûr, en abusent fait, un peu du système. après je pense qu'il faut je suis pas du tout, en train d'inciter les gens à abuser, de ça. Mais ce que je me dis, c'est que si tu le fais une fois, tu vois, ça peut être, ça peut être ça se fait, quoi. C'est vrai que si tu le fais 10 fois pendant 10 ans, bah, non, tu vois, au bout d'un moment, je pense qu'il faut se professionnaliser et Ouais, c'est sûr, créer ouais. sa structure. En fait, c'est vrai que c'est très bien pour des gens, il y a pas mal de gens qui se lancent dans l'immobilier, qui veulent faire du locatif, mais au début, ils ont peut-être pas trop d'épargne de côté, ils ont peut-être un petit peu du mal à avoir des crédits et du coup, faire une opération comme ça leur permet de faire une petite plus-value et d'avoir quelques dizaines de milliers d'euros un petit peu de côté et ça, ça fait un super, départ en fait, tu vois? Pour pouvoir, commencer à aller faire des crédits là pour du locatif.
Donc ça marche assez bien comme ça, tu vois, c'est une bonne solution. Après, tu vois, dans une logique, moi j'ai souvent des gens qui me disent je vais d'abord faire ma RP parce que ça rassure la banque et ensuite je vais faire du locatif. Moi je trouve que ça marche mieux dans l'autre sens parce que très souvent ce qui se passe c'est que tu fais une RP. Alors en plus, la plupart des gens ne font pas une RP rentable comme toi. Donc en fait, ils vont avoir un truc où ils sont hyper endettés. Oui, Des il faut fois, ils sont taquer à l'endettement. voilà, des fois, ils sont à Mm. 35 et même s'ils se débrouillent bien, c'est rare qu'ils soient en dessous de 25-30, tu vois. Et donc après, quand ils vont devoir refaire un locatif, bah là, du coup, ils vont devoir essayer de convaincre la banque de passer au-dessus du 35% parce que ce deuxième achat va sûrement les faire passer au-dessus. Et en fait, ils n'ont pas de bons arguments là pour leur dire, bah, faites-moi confiance pour passer au-dessus du 35 parce qu'ils n'ont jamais fait de locatif avant. Alors que quand tu commences par le locatif, eh ben, du coup, tu en fais un, tu en fais peut-être un deuxième, le taux d'endettement monte un petit peu moins vite. Et du coup, bah, quand tu arrives à la limite du 35%, là, tu peux leur dire, bon, bah, regardez, le locatif, je sais faire, j'en ai déjà fait un, j'en ai déjà fait deux. Donc, c'est plus facile de passer le 35% en ayant déjà un peu un track record. Et c'est encore plus facile aussi quand, par exemple, tu fais deux locatifs, tu arrives à 35%, et là, tu veux acheter ta RP. Bah là, le banquier, il a plus de facilité à te faire passer le 35% avec ta RP qu'avec un locatif. Et ouais, Parce que ça passe pas dans parce les que tu lui mêmes as prouvé. délégations. Tu vois, tu as le HCSF Mm. aussi, hein, où tu te dis, bah, justement, tu as 6% maintenant des dossiers. Alors, c'est 20% au global, non, 30 maintenant, je crois que ça a changé. 30% qui a le droit de passer en délégation, donc 80% pour de la RP. Et donc, en fait, le moment où tu passes le 35, il vaut mieux que ce soit avec une RP que ce soit avec du locatif. Donc, il vaut mieux empiler un peu de locatif au début, puis mettre une RP pour passer le 35 qui est ici. Et puis une fois que le 35 il est passé, en général, tu rentres dans une autre relation avec la banque où là, tu as déjà un peu de patrimoine. Et du coup, c'est plus les mêmes discussions. Et le 35%, c'est pas qu'il n'existe plus, mais c'est moins un sujet, quoi. Ouais. Et j'ajouterais même un truc, tu vois, tu as dit, enfin, sur le fait qu'il y en a beaucoup qui se disent: «Je commence par ma RP parce que ça rassure le banquier». Il faut aussi, et je pense que tu vas être d'accord avec moi là-dessus, c'est que, si le banquier vous dit tout de suite non pour du locatif parce que tu as pas ta RP, il faut changer de banquier aussi. Enfin, il y a pas Exactement. qu'un seul banquier, Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. et ça, moi, je l'ai appris avec, voilà, moi, j'ai pas ton expérience. Enfin, tu vois, moi, j'en suis quoi qu'à mon 4e lot, donc 3 locatifs, une RP, et j'ai eu la même banque qui m'a financé mes 3 locatifs, et quand je lui ai présenté mon projet de RP rentable, donc qui était un peu plus touchy, un peu plus, voilà, un peu plus complexe à mettre en place, le mec, d'un revers de main, il m'a balayé, il m'a dit: «Non, non, mais nous, on fait pas ça, c'est trop compliqué, personne ne va vous accepter». Et en réalité, je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus aussi, c'est que quand tu fais une demande de financement, donc là, quel que soit le cas, hein, que ce soit une demande, voilà, de projet comme le mien, ou même de commencer par du locatif plutôt qu'une RP, c'est vraiment une question d'interlocuteur. C'est même pas une question de banque. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une question d'interlocuteur, et c'est même pas une question de courtier, c'est mieux de passer par un courtier vs passer par, telle banque, ou telle banque vs telle banque, ou telle agence vs telle agence. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est une question de personne. Si tu as la bonne personne dans la bonne agence, dans la bonne banque, qui comprend ton projet et qui a l'esprit, je sais pas, investisseur, ou qui comprend, en fait, tout Ouais. simplement, et ben, c'est ça qu'il faut trouver, la personne. Ouais, ouais, ouais. Alors le sujet de la banque, pareil, sujet très, très vaste. Moi, je le connais assez bien aussi. J'ai bossé en banque pendant 6 ans, du coup, avant de me mettre sur la boîte. Et c'est vrai que la banque, on a souvent tendance à la voir, un peu comme une, institution d'État où, C'est, ouais, c'est le statut carré. d'autorité, si le banquier a dit ça, c'est comme ça. Voilà. Et en fait, on a l'impression qu'il y a des règles, c'est les règles, on peut rien y faire et c'est tout. La réalité, c'est que c'est beaucoup plus flou et beaucoup plus mouvant que ce qu'on veut bien le croire. Et en fait, bah, si tu arrives à convaincre ton banquier, déjà ton banquier, lui, il va essayer de convaincre sa direction, machin. Après, tu as des directives en fonction des banques, tu as des directives en fonction des agences, tu as des directives en fonction des régions quand c'est des banques un peu plus, tout ce qui est crédit mutuel, caisse d'épargne, et cetera, qui sont des banques mutualistes. Et Ouais. tu as des délégations aussi, en fonction de la personne avec qui tu discutes. Mais en fait, tu en as plein de banquiers où, tu vas leur présenter ton projet. Eux, ils vont pas être convaincus, mais il va jamais te dire: «Désolé, monsieur Créton, je suis pas convaincu, votre projet c'est de la merde, je vous finance pas». Ils vont toujours dire: «Ah, excusez-moi, moi j'étais vraiment à fond, mais la banque ne veut pas» ou «la banque machin». Ouais. Et donc c'est Bah, pour ça ils que remettent la faute sur toujours, la ah bien hiérarchie. sûr, Et personne ne va te encore dire en face plus, à face, ouais, moi, dans mon cas, et ça a été aussi, et je suis pas là pour lui jeter la pierre, on a tous démarré dans nos métiers et tout, mais c'est qu'en fait, il était pas à l'aise avec le crédit. En fait, c'était un nouveau, en fait, qui maîtrisait pas tout simplement le concept de crédit, et donc j'ai beau lui présenter, c'est quelqu'un qui était pas habitué à faire des crédits, donc en fait, c'était compliqué pour lui. ouais, En fait, il a juste pas envie de se faire chier, en fait. Évidemment, il allait pas me dire ça, mais
ma conseillère d'avant qui m'a financé les 3 projets, elle était, à fond, elle captait tout, bref, elle était ultra à l'aise avec ça, donc j'ai eu aucun problème à la convaincre parce qu'elle comprenait. Elle avait l'habitude de faire des crédits et il suffit qu'on change d'interlocuteur et qu'on tombe sur quelqu'un de peut-être de plus débutant ou de moins à l'aise avec les crédits, qui il se dit: «Non, non, c'est compliqué». Donc «Ah non, non, mais c'est la banque» et comme tu dis, on remet la faute Toujours. à la hiérarchie. «Non, non, mais non, non, on finance pas ce type de projet, c'est une directive de la banque». En fait, c'est juste qu'il a pas envie de te faire chier Exactement. et ça, il faut vraiment pas le prendre comme un refus définitif. Enfin ça, je m'adresse vraiment à l'audience. Voilà, il faut jamais s'arrêter au premier refus du banquier, c'est une question de personne. Et nous, enfin, on le voit dans la communauté, là, du coup, on a, enfin, 60 000 personnes, du coup, on a souvent des retours de crédits qui sont refusés ou acceptés. Le nombre de personnes qui ont un, 2, 5, des fois 10, 15 refus, et puis au final qui ont une acceptation, bon, bah, il y en a besoin que d'un seul de crédit, hein, donc, et des fois, même tu reviens voir la même banque. Même moi, j'ai eu un cas quand même, ça c'est un truc exceptionnel, hein, parce que tu as la banque et tu as l'organisme de cautionnement aussi derrière. J'ai Mmh. fait une demande de crédit, elle a été acceptée par la banque, mais elle a été refusée par l'organisme de cautionnement. Je suis allé voir une autre banque qui avait le même organisme de cautionnement et cette fois, ça a été accepté. Tu vois, le même dossier. Alors que tu pourrais dire l'organisme de cautionnement, normalement, bah là, c'est quand même assez carré. Ils ont des règles, ils ont des Mmh. algorithmes de scoring, etc. Et en fait, toujours pareil, ça dépend comment c'est présenté par bah, toi, ton Ouais, interlocuteur. l'interlocuteur, ouais. Et là, tu vois, Mmh. dans le cas de ton interlocuteur débutant, enfin, faut se mettre un peu à sa place. Je pense que lui, il a rien à gagner, il a tout à y perdre. Il est un peu débutant, il comprend pas trop. Lui, il a peur de se faire engueuler par son manager, sa Bah, c'est direction. ça, de faire une connerie et tout. Qu'il te fasse le crédit ou pas, il sera payé la même chose à la fin du mois. Donc il dit bon bah désolé, je vous fais pas, c'est pas ma faute bien sûr, mais en fait c'est juste que lui, il a peur de faire une connerie et il faut se mettre à la place des gens Mmh. aussi, tu vois. Donc il faut aller Mais chercher c'est des ça personnes et qui comprennent plus. complètement et moi je me mets à sa place. Je me dis: «Imagine je débute, on me met, face à un client qui me présente un projet à 400 000 balles et dedans il y a une partie pour la résidence principale, mais qui va découper pour se faire louer une Eh partie, oui, que son locataire veut des lui gros payer un truc travaux et et tout. en Ouais. plus de ça, il a 3 appartes et en plus de ça» parce que vrai c'est vrai que j'ai pas la meilleure situation. En plus moi je lançais ma boîte, je suis en SASU, je me paye pas encore machin. Pour lui, il a vu ça, mais il a dit: «Mais c'est non, c'est mort». Et et je me mets à sa place, forcément et si tu as le mec derrière qui arrive, c'est un petit couple, les 2 salariés en CDI, 0 crédit et ils achètent leur RP. Bien sûr, Bon, à choisir, bien moi à sûr, sa bien place, sûr. Et je m'enlève le dossier compliqué, tu vois? ouais, c'est pour ça, moi, ces gens-là, je les blâme pas, tu vois? Tu as des gens, des fois, ils s'énervent contre les banquiers, dire: «Ouais, c'est un con, machin, il a pas voulu me financer, il comprend rien». Moi, je leur dis souvent: «Mettez-vous à sa place et si ça se trouve, vous auriez fait Mmh. pareil que lui», tu vois? Donc en fait, faut pas non plus le prendre personnellement et après, tu peux des fois lui dire: «Bon, écoutez, si vous avez pas trop l'habitude de faire ce genre d'opération, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que vous pouvez me conseiller dans la banque?» Et des fois, le mec, il va être ravi aussi de te diriger vers quelqu'un d'autre, ça te fait un autre contact, tu vois? Ça peut être aussi, Mmh. des choses comme ça, mais faut vraiment se dire qu'effectivement, le crédit immobilier, c'est un peu un jeu de volume et ça, les gens ne le comprennent pas trop. Moi, quand je fais mes crédits, j'envoie mes dossiers peut-être à 10 agents, j'exagère un peu, mais au moins 5 dans un premier temps et puis un autre batch de 5 qui repart derrière. Et, euh, et tu vois, il faut faire du volume, quoi. Et tu peux recevoir plein de noms et avoir un seul oui à la fin et c'est ça qui compte. Tu n'as Et besoin c'est que ce d'un qui seul compte, ouais, crédit. complètement. Bon, on a un peu dérivé Thomas, j'avais pas du tout prévu qu'on parle de financement, mais je pense que c'est important parce que c'est quand même, voilà, le nerf de la guerre, hein, le financement C'est clair. dans l'IMO. Donc si vous devez retenir qu'une chose, c'est une question de personne et ne vous arrêtez pas à un refus et bon, on pourrait en parler encore pendant 1 heure, mais je pense que, cette phrase-là est un bon résumé. Hem, j'aurais aimé qu'on se reparler un petit peu du côté, vraiment le projet d'acheter sa RP, rentable ou non, hein, enfin que ce soit de la façon où je le fais ou pas. Enfin, plutôt dans la façon où je fais, la question que j'ai envie de te poser, parce que ça m'a été beaucoup posé, surtout sur les premiers épisodes, Mhm. ça a été le quid de la fiscalité à la revente. Alors je rappelle, j'achète enfin je refais mon cas, hein, bien sûr à chacun d'identifier son propre cas. J'ai acheté à peu près 240 carrés, j'ai 160 qui va être pour ma maison et 80 pour la partie locative. Qu'est-ce qui se passe à la revente? Si moi demain je revends, comment je suis fiscalisé? Est-ce que je peux espérer d'avoir une exonération totale parce que ça passe comme une RP? Ou est-ce que du coup il y a une partie qui sera vue comme du locatif? Est-ce que enfin, comment toi tu le vois, Thomas? C'est toujours touchy, toutes ces histoires d'exonération de plus-value parce que bon, comme tu le sais et je pense que la plupart des gens le savent, tu as pas de durée minimum. C'est très flou quand tu regardes vraiment les textes de loi. Je crois que j'ai sorti une vidéo la semaine dernière justement là-dessus où on examinait les textes du BOFIP, donc vraiment les textes fiscaux officiels. Ouais, le Et tu vois que c'est volontairement assez flou pour que ça reste un petit peu à l'appréciation du juge si un jour il y a un problème avec le fisc.
Mais du coup, je pense qu'il y a quand même des cas où c'est clair. C'est si tu revends alors que tu as encore le locataire en place, bon, bah là, si j'ai bien compris, tu as 80% de RP, 80 mètres carrés pardon, de RP, 80 mètres carrés de locatif. Donc 50-50, tu as la moitié qui est exonérée et puis la moitié qui est soumise à la plus-value normalement. Je pense que là, ça fait pas trop de soucis. Ouais, Euh, ça, on est d'accord. Enfin, voilà. c'est Si comme ça que jamais je le vois aussi. tu vires le locataire et que tu restes pendant 10 ans dans le logement et que tu revends, bon, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, tu es exonéré à 100%. Maintenant, forcément, la question, c'est entre le moment où bah, le locataire il part et le moment où je revends, c'est quoi le délai, quoi? Et Hmm. là, je pense que c'est compliqué. C'est comme quand tu achètes une ERP classique, d'ailleurs, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de 6 mois ça marche, 9 mois ça marche, 1 an ça marche, mais 3 mois ça marche pas, par exemple. C'est vraiment à l'appréciation. Il faut que ce soit la résidence effective, réelle. Et du coup, c'est ce qu'on discutait un petit peu en amont de l'épisode, mais je pense qu'il faut faire gaffe à l'année civile. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu aies à la fois des revenus locatifs et la revente de ta RP qui se fasse sur la même année civile et que tu puisses dire, bah non, non, avant c'était du locatif, c'était la déclaration de l'année dernière et maintenant c'est ma RP pour cette année. Et du coup, au niveau du fisc, je pense qu'il y a moins de chances que tu te fasses retoquer comme ça, même si encore une fois, c'est des choses qui sont très touchy et on n'est jamais sûr à 100% malheureusement là-dedans quand on commence à jouer un peu sur la ligne, comme tu es un peu en train de le faire entre guillemets, tu vois, mais à louer et à la fois essayer bah, de bénéficier de l'exonération pour résidence principale. Hmm. J'ai eu la même, forcément, je me suis renseigné, hein, comme tu l'imagines, avant d'acheter. C'est les mêmes retours que j'ai eus, mais toujours, les gens qui m'ont dit ça, ils ont toujours marché sur des œufs, en fait, en me disant: Ouais, «Faites très attention». Clairement, si je vends aujourd'hui, enfin, dans 2 ans, et que je vends avec un locataire en place, clairement, ce sera au prorata. Donc, la partie RP exonérée, la partie locative, bah, du coup, bah, il y aura la 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 valeur d'achat sera fait au prorata de ce que j'ai acheté sur la partie locative et puis on calculera la plus-value par rapport à ce que je vends. Mais effectivement, on m'a dit aussi que, alors on m'a dit, c'est des investisseurs qui m'ont dit, en marchant sur des œufs, en me disant bien sûr de vérifier que si voilà, l'année civile avant le locataire était parti, donc en gros, si en 2025 j'ai plus de locataire et en 2026 je vends, a priori, je pourrais être exonéré sur l'intégralité, même sur la partie qui était louée. Mais bien sûr, à faire vérifier avec votre notaire, à faire vérifier éventuellement même avec un avocat fiscaliste pour être ouais. sûr. Mais en tout cas, c'est moi les échos que j'ai eus. Ouais, bah, Après, je suis assez d'accord. Après, comme on disait, ça dépend à quel point tu joues sur la ligne. Si tu as ton locataire qui part le 31 décembre et que tu vends le 2 janvier, en soi, oui, voilà, c'est voilà, un peu tu limite, quoi. respectes les conditions qu'on vient de dire, mais je suis pas sûr que ça passe non plus. Après, moi, j'invite C'est vraiment ça. les gens sur toute cette partie fiscale. Enfin, tu as certaines ressources qui sont faites par le gouvernement qui sont quand même, je trouve, de mieux en mieux faites. Tu as vraiment les textes de loi officiels qui sont totalement incompréhensibles. On va pas se mentir, c'est du jargon d'avocat et je conseille à personne d'aller se faire du mal et de dire ça. Mais tu as deux autres trucs qui sont vachement bien. C'est le site servicepublic.fr. C'est souvent le site sur lequel on tombe quand on fait une recherche dans Google pour de la fiscalité, où là, ça explique vraiment avec des mots simples, entre guillemets, comment ça fonctionne de manière globale. Et après, comme je disais, le BOFIP, BOFIP, où là, c'est pareil, c'est les textes officiels qui se basent sur les articles de loi, mais qui sont quand même expliqués. Ils ont fait un vrai effort, je trouve, là-dessus, d'une Ouais, un peu façon mieux assez expliqué, compréhensible. effectivement. Et il y a une partie sur exonération de plus-value pour revente de résidence principale. Eh ben, ils peuvent aller sur le BOFIP et lire. Et en fait, ils vont voir que c'est pas clair. Et du coup, si c'est pas clair, ça veut pas dire qu'on n'a pas tout compris. Ça veut dire aussi des fois que volontairement, la loi n'est pas claire pour laisser la marge de manœuvre au juge quand il y a un problème, etc. Et comme tu dis, bah, tout le monde marche sur des œufs parce qu'il n'y a pas de truc du style il faut que tu restes X mois, il faut que tu fasses ça. Et c'est volontairement un peu flou. Donc c'est pour ça aussi que tout le monde marche sur des œufs et que tu n'es jamais sûr à 100%. Donc il faut toujours montrer un petit peu patte blanche et montrer que tu as été de bonne foi et que tu n'as pas essayé d'abuser du système. C'est un petit peu ça la règle de bonne conduite générale, quoi. Mm. Et après, pour moi, il y a la troisième solution, qui est celle qu'on va nous essayer, enfin le troisième scénario qu'on nous, on va tenter de faire, c'est bah, de diviser. De diviser officiellement, donc 2 compteurs électriques, 2 compteurs d'eau, division parcellaire, et cetera. Et là, du coup, il y a plus trop de sujets. Il y a plus trop de sujets parce que, bah, là, tu as alors, plus trop de sujets. Si, il y a quand même un sujet parce qu'il faut vu que tu as acheté un global et que tu revends séparé, il faut savoir quelle est la base, heu, enfin, la base sur laquelle on calcule la plus-value. Ouais, Ça, j'ai vu avec ma notaire, hein, elle m'a dit que, bah, on prendra encore une fois au prorata de la partie, enfin, en superficie. Et
Et là, au moins, il y a pas trop de débat finalement si tu vas être, enfin, pas trop de débat finalement, tu es dans le premier cas qu'on a dit, hein, Ouais, qui est que, bah, tu auras l'impôt sur la plus-value classique avec, les abattements pour durée de détention, on va dire standard. ouais, c'est ça, ouais. Et juste, je rebondis sur ce que tu viens de dire sur la partie prorata. Ça, c'est la solution simple qui se fait dans la majeure partie des cas. Toi, des fois, tu as peut-être un intérêt à le faire, c'est que tu as certaines personnes qui font des estimations de valeur par agence. Et si il se trouve que, bah, je ne sais pas, en fait, bah, c'est pas 50% la valeur de chacune de tes parties de ta RP, mais que la partie RP, pour X ou Y raison, valait vraiment moins cher parce que c'était une grange que tu as entièrement rénovée et que l'autre partie, en fait, était déjà habitable, bah, tu peux changer ces proportions et du coup, bah, toi, tu vas être gagnant parce que bah, tu as un prix d'achat beaucoup plus faible sur la partie RP, sur lequel tu vas être Mmh. exonéré, et puis un prix d'achat beaucoup plus élevé sur la partie locatif. Du coup, tu vas réduire ta plus-value imposable. Ça, c'est les deux possibilités. Soit au prorata, on s'embête pas, soit tu fais des avis de valeur par agence. Alors moi, c'est ce que j'avais fait, hein. Enfin moi, le la banque m'avait demandé ça, en fait. C'est la Ok, banque qui m'a demandé d'avoir des avis de valeur par agence et la notaire aussi. Moi, il s'est pas embêté l'agent, hein, il a fait au prorata. ouais, Il a fait au prorata voilà. Mais après, et tu peux discuter un peu avec lui pour. Enfin, faut vraiment qu'il y ait un vrai truc aussi, hein. Toujours pareil, il faut pas inventer. ouais, Mais ouais. comme je te dis, dans le cas où tu achètes un logement avec une grange et que tu fais ta RP dans ta grange et que du coup, bah, c'est cette RP qui devient cette grange qui devient ta RP, bon bah là, tu vas pas faire 50-50 entre la vraie maison qui va devenir du locatif et la grange qui va devenir ta RP, tu vois. Mmh. Ouais et tu vois, tu me fais réaliser que moi, j'ai peut-être fait un peu de la merde parce que justement, ma partie RP, c'est là où c'était là où il y a eu le plus de taf, quoi. Clairement, nous, on est parti vraiment de, tu sais, de l'arrière-cuisine, Ok, le stockage des cuves à fioul, enfin bref, où c'était brut, brut et bon, on aurait dû faire c'est trop l'épisode tard. avant. Je sais pas à quel point c'est trop tard. Ouais, c'est un peu touchy quand même, Ouais. mais Bah, en tout cas, sur l'acte de vente, en tout cas, c'est écrit que, ça a été découpé avec les sommes en question, quoi. ah, Donc ok. je pense Ah, que c'est t'as un peu écrit tard. sur l'acte de vente que c'était déjà découpé? Ah, c'est marrant ça. Non, 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 pardon, je te dis une bêtise, je te dis une bêtise. C'est, au sein de la banque, c'est la banque. En fait, ils avaient besoin pour monter le dossier, Ah, elle avait besoin de dire: «OK, il y a telle partie qui concerne les RP, telle partie qui concerne le locatif». ok. Mais sur l'acte de vente, non, effectivement, je te dis des bêtises. Sur l'acte de vente, c'était, non, c'était un global. Normalement, Enfin, c'est écrit que on le marque pas ça, ouais. mmh, Écoute, encore une fois, je marche sur des œufs, mais normalement, la banque n'a pas de lien direct avec le notaire et la partie fiscalité. Donc, même si pour la banque, tu as dit que c'était divisé, ça vaut pas grand-chose, tu vois. Et ce qui oui, oui, compte, c'est c'est sûr, surtout la ça, partie ils ont pas à le notariale. savoir, ouais. Donc, à la limite, tu peux peut-être recontacter ton agent IMO. Et en plus, il a vu, lui, comment c'était avant les travaux, parce que j'imagine que les Oui, travaux oui, sont bah, déjà bien il le sait commencés, bien, donc ouais. c'est un peu trop tard là pour refaire une estimation. Mais peut-être lui redire, bon, écoutez, en fait, on a fait une connerie, on s'est pas trop embêté, on a fait 50-50, mais en fait, bah, Mmh. j'aimerais bien qu'on réévalue. Et vu qu'il l'a déjà vu, il peut te faire un truc. Ouais, il sait, ouais. Et ça peut te faire quand même gagner vite fait bah, quelques milliers d'euros, hein, parce que Ouais, ouais, sur le tous les 10 000 euros, on va dire, de plus-value que tu passes d'un côté ou de l'autre, c'est 36,2% d'imposition. Donc 3 600 euros à chaque fois d'économiser, tous les 10 000 euros de basculer. Donc ça peut aller vite, ah, hein. ça va vite, hein? Ça va très vite, hein. C'est Donc là, clair. tu vois, c'est des petits trucs. Des fois, tu peux très vite gagner 10 000 euros d'impôt sur la plus-value parce que tu as passé 30 000 d'un côté à l'autre. C'est pas mal, hein. Mmh. Bah, écoute, merci pour le tips, hein. Je te donnerai une petite commission sur la plus-value que j'économiserai, moi, hein. Négocie bien avec l'agent IMO alors pour avoir une grosse, une grosse bascule. Ouais, bah, écoute, super tips, ouais. Bah, du coup, vu qu'on parle de division, je voulais un petit peu enfin, moi, je suis en plein dedans en ce moment, c'est vraiment le gros sujet. Je voulais avoir un petit peu, bah, voilà, toi, un peu ton retour d'expérience là-dessus. Je sais que tu en as fait aussi des divisions. Quels sont, alors moi, j'ai plein de trucs à dire aussi parce qu'il y a des trucs qui me rendent dingue et mes abonnés le savent, surtout une entité qui me rend dingue. Heu, je Commence pense par que ça un va être la grand même E. pour toi. Ouais, voilà, savoir quelles sont les choses qu'on peut anticiper, les choses, enfin, voilà, on va dire les bonnes pratiques à anticiper quand on veut faire une division, ou je sais pas, les plus grosses erreurs que tu as fait. Enfin, qu'est-ce que tu pourrais partager toi sur ton expérience de division? Écoute, moi, ça s'est plutôt bien passé ma division. C'est vrai que j'entends beaucoup d'investisseurs, qui me disent que ça a été la galère. Moi, du coup, c'était un immeuble que j'avais où il y avait 5 appartements, 2 en rez-de-chaussée, 2 en premier étage et celui du dernier étage, c'était un grand appartement qui faisait à peu près 80 m². Et vu que celui-là, il était vraiment, en mode plateau, fallait absolument tout refaire, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais essayer de le découper en 3 et de faire des, petits studios», qui, à la base, devaient partir pour du logement étudiant et qui finalement sont partis en Airbnb. Et du coup, j'ai divisé cet appartement en 3. Et 1er truc que tu dois vérifier pour moi, c'est ce qui est le PLU, le plan local d'urbanisme, pour voir si tu as des places de parking à créer.
Donc ça dépend vraiment de la ville. Tu as des villes qui vont demander que pour chaque création de logement, tu crées 1 ou 2 places de parking. Des fois, j'ai déjà vu dans des villes, par exemple, ils vont te dire, en dessous de 10 appartements dans l'immeuble, il n'y a pas besoin, mais à partir du 11e, il y a besoin. Tu en as qui vont te dire, si vous créez des T2, bah, j'ai besoin que d'une seule place. Si vous créez des T3, j'ai besoin de 2 places. Donc là, il faut vraiment se renseigner en fait auprès de l'urbanisme, parce que si tu fais pas ça, tu n'auras pas le droit de diviser officiellement et tu vas rentrer dans de la division officieuse et donc derrière Enedis ne pourra pas te poser les compteurs. Donc ça, c'est le premier truc. Et après, je contacterai quand même Enedis parce qu'en fait, tu peux avoir des soucis un peu techniques dans le sens où quand tu vas rajouter des logements, tu vas avoir besoin d'électricité supplémentaire et du coup, ils peuvent avoir besoin de changer les sections de câbles si, sans rentrer trop dans le technique, mais ton câble électrique, plus il a un gros diamètre et plus tu peux faire passer d'électricité à l'intérieur, globalement. Et du coup, en fait, bah, quand tu rajoutes des appartements, surtout si tu en rajoutes beaucoup, typiquement les personnes qui font des maisons indivisées, tu achètes une grande maison et tu divises ça en 6 à 8 appartements. Bon, bah là, très souvent, il faut changer toutes les sections de câbles entre le poteau électrique qui est devant chez toi jusqu'à tes compteurs. Donc ça, c'est les trucs un peu à vérifier avant pour que Enedis puisse te faire un espèce de devis estimatif. Ils sont un peu longs, mais ils te font ça proprement en général avec des beaux schémas, par où est-ce qu'ils vont passer pour rajouter les nouveaux compteurs, est-ce qu'ils ont besoin de rajouter des câbles, est-ce qu'ils ont besoin de changer la section, et puis ils vont te dire s'il y a besoin de refaire une colonne montante aussi. Voilà, ça, moi je sais que c'est mon électricien qui s'en était occupé, mais en gros, c'est ça les trucs que moi je regarde avant de faire une division. OK, alors forcément, je vais m'attarder sur Enedis et je vais m'attarder sur un terme que tu as dit qui m'a un peu hérissé le poil. Tu as dit: «Ils sont pas trop longs», donc ils font ça assez bien. J'ai Je dit je ça? voulais Non, j'ai juste dit: «Ils sont un savoir peu longs», pardon. Je me suis peut-être, ah, ils sont un peu lents, d'accord. je me Alors, suis peut-être un peu trompé. Je sais plus ce que j'ai dit, mais non, je voulais dire: «Ils sont un petit peu longs», ouais. Mais ils font ça assez bien. Non, ils sont longs, mais OK. quand tu as le dossier qui arrive, il est assez propre et tout, c'est ce que je voulais dire, ouais. Alors en termes de délai, justement, je suis curieux de voir, bah, toi, combien ça a mis de temps entre le moment où tu as fait la demande et le moment où ils sont intervenus? Est-ce que Ah, tu te rappelles déjà? putain, ça date de 2021 cette division. Heu, Entre le moment où j'ai fait la demande et le moment où ils sont intervenus, je pense qu'il y a quand même, peut-être 6 mois quand même, hein. Grosso modo, hein? Ouais, j'aurais dit 6 mois, OK. c'est peut-être 4, c'est peut-être 7 ou 8, hein, mais je crois que c'est globalement 6 mois. Après, moi, je m'y étais pris dès le début, en fait. C'est-à-dire que dès que j'ai eu ce projet de diviser, j'ai tout de suite contacté Enedis pour voir un peu les. Avant la signature de l'acte? Non, je pense que j'avais déjà signé. euh, Mmh. mais en fait, tu vois, les appartements, là, je les ai pas fait tout de suite. J'ai fait d'abord les autres en termes de travaux et celui-là, du coup, j'avais un peu le temps. Donc, j'ai contacté OK. Enedis assez vite et du coup, ils étaient plus ou moins prêts. Il y a un mec qui était déjà passé dans l'immeuble pour voir les communs, pour voir tout ça. Et voilà. Donc, ça avait été long, mais ça avait été anticipé, donc pas trop de problèmes. OK. Bon, moi, je n'ai pas j'ai pas forcément le même ressenti que toi, tu vois? Et ça, mes abonnés le savent, mais heu, moi, j'avais ouï dire, hein, que c'était compliqué Kennedy's, donc avant même de signer l'acte, j'avais anticipé un mois avant. J'avais déjà fait la demande auprès d'Enedis, donc on était en janvier et là, enfin, en mai, en mi-mai, hein, il y a quelqu'un qui vient de se déplacer pour dire: «OK, en fait, bah, l'étude qu'on a fait, bon, c'est pas bon». Ok. Moi, ce que je leur disais depuis le début, mais bref. En gros, ils ont mis 4 mois et demi à passer, juste à venir pour dire: «OK, bon, bah, il y aura ça à faire». Ils m'ont dit: Ah «Les ouais. travaux, ils sont programmés d'ici octobre». Donc ça veut Ah oui. dire quand même que Ça va pas être ça aussi met long quand même. 10 mois, Ouais. 10 mois, enfin, je sais pas si les gens se rendent compte, mais moi, en 4 mois, j'ai eu le temps de faire le gros œuvre, les menuiseries, le second œuvre, sur quand même 240 m², hein. Et pendant que Enedis a juste eu le temps de venir dire, «OK, bon, ben, on reviendra dans 6 mois», quoi. Donc moi je veux enfin, moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus, je sais pas, peut-être angoisse. Enfin, franchement, ça ouais, j'en suis au point un peu de l'angoisse, enfin, pas de l'angoisse, mais en fait, ce qui me saoule, c'est que j'ai aucun moyen de pression, en fait. Vu que c'est un monopole d'État, Ouais. tu ne peux pas faire jouer la concurrence, tu es Non. obligé de les attendre et tu as plein de points de chantier qui dépendent de leur venue et heureusement, ils sont venus à un moment, on a dû recréer une tranchée pour eux, tu vois? Heureusement qu'on n'ait pas encore fait le carrelage, mais ce que je veux dire, c'est que heureusement que j'ai des gros travaux et qui durent longtemps, mais imagine qu'il y avait plus Kennedy's pour que je puisse y habiter, bah, en fait, moi, j'aurais payé un loyer pendant un an pour rien, en fait. Donc là, Ouais, je ça vois, ouais. devrait à peu près bien se goupiller, mais C'est ce vrai que que c'est je veux dire, long. c'est que Ouais, ouais. c'est en fonction du projet. Si par exemple, il y a dans votre projet de, je sais pas moi, vous faites un immeuble, une RP, peu importe, vous avez 3 mois de travaux, mais qu'il y a une création de compteur,
bah, c'est possible en fait que le le déménagement ou le début de votre, exploitation démarre au moment d'indice qu'en fait tout soit prêt au bout de 3 mois, mais en fait vous attendez, 6 mois de perte potentielle de loyer ou de double loyer juste pour la mise en place de l'électricité. Donc, mmh, enfin, toi tu as l'air d'être un peu moins traumatisé que moi, Ouais, non, moi franchement, je mais, trouve ça après ça dépend, est-ce que toi, tu avais eu directement au téléphone le mec qui passait sur place? Je pense que ça et peut non, le mec, personne voulait me donner le numéro. En ah fait, ouais? Ah entre le ouais, alors moment que moi je je l'avais pouvais avoir eu personne et au téléphone OK. et Ah, ça doit dépendre entre le des moment où régions. j'ai fait la demande et le moment où on m'a donné un numéro, il s'est passé 5. Je te dis là, je viens à peine d'avoir le numéro du gars. Évidemment, le mec, il m'a dit: «Oui, faut faire ci, faire ça», mais bon, j'avais des questions techniques, je l'appelle, il répond jamais. Bon, c'est encore un autre sujet, mais tu vois? Enfin, tout est fait pour que ce soit compliqué, en fait et le problème, c'est que eux, ils ont des exigences, tu sais, de travaux préopératoires. Il faut mettre, une gaine GTL, il faut mettre la Ouais. fameuse gaine, IK10, machin, mais tu vois? On a des petites questions, tu vois? Est-ce que c'est à nous de passer le câble? Est-ce que c'est à eux? Et ben, en fait, bah, ils répondent pas, donc bref. Tu es un peu bloqué Ah, je pense que ça dépend vraiment des et régions, ouais. Moi, j'avais eu le numéro du gars et puis, c'est lui qui m'avait appelé assez rapidement. J'avais son numéro, on s'était vu sur place assez vite et même il avait été moi je trouve le gars était hyper pro, il était de très bons conseils. En plus, c'était un moment où moi sur mon chantier, ça commençait à partir un peu en cacahuète avec l'entreprise avec laquelle je bossais, qui derrière a fait faillite, voilà, je pourrais peut-être en parler, mais ouais. Donc du OK, on coup, va en parler, ouais. il me disait: «Écoutez, votre entrepreneur là, il se passe des trucs un peu bizarres et tout». Moi, j'avais eu un super feeling avec lui, mais bon, c'est la personne que j'ai eue qui était pro et qui avait fait ça bien, quoi. Donc il répondait bien à mes questions, il avait été réactif, on s'était vu vraiment sur place, je l'avais au téléphone quand je voulais et je pense que ça dépend vraiment des régions, ouais. Mais du coup, je comprends pourquoi toi, ça t'a traumatisé un peu plus. Moi, ça a pris du temps parce que ça reste administratif et tout, hein, mais globalement, ça s'est bien passé, tu vois? J'ai pas de mauvaise expérience là-dessus, ouais. OK. Bon, moi, j'ai quand même un mot d'ordre auprès de mon audience, hein, pour ceux qui veulent faire, voilà, des travaux, voilà, que ce soit de l'immeuble de rapport, de l'ARP, bref, dès qu'il y a de la division, en tout cas, Il faut anticiper, ouais. Enedis, enfin, moi, à refaire, genre, je signe le compromis et je prends le rendez-vous, même 3 mois avant l'acte, quoi. Parce Ouais, qu'entre le moment où, voilà, où ils vont venir, je sais que c'est très long et puis, finalement, ils m'avaient pas demandé les papiers de l'acte, en fait. Donc, ça aurait pu lancer le processus et du coup, OK. gagner quelques mois. Heu du coup, ben, transition toute faite sur les travaux justement parce que c'est un sujet, voilà, que je voulais parler avec toi. Parce que forcément, ben, les travaux, ça fait peur et à juste titre, hein, parce qu'il y a des problèmes tout le temps. Enfin, je suis en plein dedans, donc des problèmes tout le temps, des décisions à prendre tout le temps. Ça, c'est Ouais, aussi un truc qui est dur en termes de charge mentale, c'est de prendre des décisions vite sur des choses très importantes qui vont avoir un impact, ben, important sur le bah, ouais. la finition de la maison. Déj La question c'est alors j'ai plein de questions en une, je vais te les poser un peu dans le désordre. C'est déjà, est-ce que toi tu préconises de passer par un maître d'œuvre ou de prendre, enfin, est-ce que tu préconises plutôt une entreprise générale qui va tout gérer ou de prendre un maître d'œuvre qui ensuite va sélectionner les entreprises ou toi de faire la coordination Ça des dép entreprises différentes? Ouais, ça dépend vraiment de un peu comme, RP ou locatif, ça dépend vraiment de où est-ce que tu es par rapport à ton chantier. Toi, typiquement, ton chantier, il est à côté de chez toi, donc je pense que tu as pas forcément besoin de prendre une entreprise tout corps d'État ou de prendre un maître d'œuvre. Sachant que en termes de prix global d'un chantier, normalement, si tout se passe bien, ce qui va te coûter moins cher, c'est de faire toi-même la coordination et d'aller trouver un plombier, un carreleur, un électricien, un peintre et cetera toi-même. Ensuite, ce qui va te coûter un peu plus cher, c'est une entreprise tout corps d'État. Et ensuite, ce qui va se coûter le plus cher, c'est un maître d'œuvre. Normalement, le maître d'œuvre, il a quand même. Le maître d'œuvre, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sélectionner lui-même à ta place bah, le carreleur, le plombier, l'électricien, etc. Et du coup, lui, normalement, il apporte une plus-value qui est de te conseiller sur les travaux et de vérifier que le chantier est bien fait. Ce qui est très bien quand tu investis à distance, par exemple. Moi, bah, comme je disais, j'habitais à Paris à l'époque. Ce chantier-là, il est plutôt dans le centre de la France. Et donc, je ne pouvais pas aller tous les jours sur le chantier. J'y allais toutes les 2-3 semaines à peu près. Et moi, je suis passé par des entreprises tout corps d'État. J'avais fait des devis par des maîtres d'œuvre aussi. Je trouvais que ça revenait quand même un peu cher. Et du coup, quand tu as une entreprise tout corps d'État, en général, tu as le patron ou quelqu'un avec qui tu es en contact et qui te permet de faire lui la coordination avec ses équipes derrière. Et puis, tu as un seul point de contact aussi. Donc, ça va vraiment dépendre de où tu es par rapport à ton chantier. Plus tu bosses toi-même, forcément, moins ça te coûte cher. Et plus tu Oui, mets bah, des ouais, couches forcément. intermédiaires, et plus bah, ça t'économise du temps, entre guillemets, mais ça te coûte plus d'argent. Mmh. Donc ouais, finalement l'endroit où tu es par rapport à là où tu investi a toute son importance, quoi. Ouais, Comme ouais, ouais, souvent, plus tu es proche, plus tu peux c'est mettre un ça. peu de temps, Mais quoi. moi, je trouve ça bien de gérer soi-même les artisans. C'est pas non plus extrêmement compliqué. Après, ça dépend où tu habites aussi, mais moi qui investis plutôt dans des villes un peu moyennes, voire petites,
bon, en fait, ils se connaissent tous les artisans, tu vois. Donc, même des fois, tu trouves ton Ouais. carreleur, tu lui dis, bah, c'est qui le plombier avec qui vous bossez? Il va te recommander le plombier. En plus, si tu as un bon carreleur, normalement, il bosse avec un bon plombier, qui bosse avec un bon électricien, etc. Les bons travaillent ensemble. Et en Mmh. général, les gars, ils se connaissent. Donc, en fait, ils s'organisent assez bien eux-mêmes. C'est pas non plus l'enfer, quoi. Donc, ça dépend. Après, Ouais. toujours pareil, il n'y a pas de règle générale, hein. Des fois, ça peut être le bordel. Ils ont des emplois du temps qui, du coup, sont pas compatibles. Mais c'est pas non plus très, très difficile, quoi. OK. Et est-ce que du coup, enfin, tu vois, tu as parlé d'une expérience qui était assez, je pense, pas top quand tu me disais que ton entreprise avait fait faillite. Ouais. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'était passé avec l'entreprise qui a fait faillite et est-ce que tu as des tips pareils pour éviter ce genre de désagréments? Parce que et autre question hein, qui est dedans, c'est que est-ce que toi, ça t'a fait perdre de l'argent ou est-ce que ça a été, bah, ça a eu un impact sur ton chantier, sur ton projet? Ouais, 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 forcément, hein. Donc ce qui s'est passé, c'est que, j'ai bossé avec une boîte, du coup, sur un immeuble là, sur la réno globale et le devis était assez faible, enfin assez faible, il était un petit peu plus faible que les autres. Je l'ai pas pris pour ça. J'avais eu un bon feeling avec l'entrepreneur et franchement, il bossait bien et les travaux qui ont été faits ont été bien faits. Mais c'est juste que c'était un mauvais gestionnaire et que du coup, il s'était un petit peu gouré dans ses devis, tu vois. Donc il avait facturé un peu moins cher que ce que ça allait coûter réellement et du coup, lui derrière, il s'y retrouvait pas trop. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que en fait, bah, au début, ça va, tu verses le premier acompte et puis au fur et à mesure que les travaux avancent, tu vas continuer de verser des acomptes en fonction de l'avancement des travaux. Et on a commencé à arriver dans un truc où je lui versais un petit peu plus d'acompte que ce qui était vraiment fait. Donc peut-être que le chantier était à 50%, mais je lui avais déjà versé 60, 70, etc. Et puis ça s'est fait de plus en plus, jusqu'à un moment où on arrivait un peu dans les derniers appartements sur cette fameuse division. Et je lui dis, non mais là, écoutez, avec ce que je vous ai versé normalement, bah, en fait, vous devriez être capable de tout finir, parce qu'après, ce qui reste, c'est, tu sais, tu as souvent 30% à la livraison, 30% à la signature, pardon, 40% pendant les travaux, et puis 30% quand c'est vraiment terminé, quoi. Donc, Mmh. tu n'es jamais censé verser plus de 70% normalement, tant que c'est vraiment pas tout fini. Sauf exception, Mmh. etc. Mais bref. Et du coup, on arrive à un moment où on se rend compte que, bah, en fait, il utilisait les acomptes futurs pour les appartements qui étaient en cours. Et en fait, il avait un petit peu mal géré plusieurs chantiers à lui. Et il dit, bon, bah là, on s'y retrouve plus et on arrête, quoi. Et donc, il a arrêté tous ses chantiers. Donc, moi, j'avais versé trop d'acomptes par rapport à ce qu'il m'avait vraiment fait en termes de travaux. Donc, entre guillemets, j'ai perdu de l'argent. Mais après, les devis, en fait, étaient quand même pas très élevés. Et du coup, j'ai payé un peu plus cher mon chantier, mais ça va. Tu vois, je l'ai payé un peu plus cher Mmh. que si j'avais fait une entreprise normale, mais disons que vu que de base, il était vraiment pas cher et je le savais un peu, Ouais, tu mais t'y retrouvais grâce à ça. j'ai été un peu naïf, et j'y ai cru. Et en fait, c'est vrai qu'il y a pas de magie dans le BTP si on a un chantier qui est vraiment pas cher. Il y a des matériaux à payer, on est obligé de les payer. Il y a des artisans à Mmh. payer, on est obligé de les payer. Donc, si on a un truc vraiment pas cher, en fait, faut pas être C'est qu'il y naïf. a un loup, quoi. Il y a pas de magie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a mal été compris et qui va pas être fait comme on le veut, quelque chose qui a été oublié, ou un mec qui va faire faillite parce que bah, il a mal compté, il a mal géré son budget, tu vois. Et donc, ce qui s'est Mmh. passé, c'est que ce gars s'est arrêté. Et du coup, c'était dans ma fameuse division où bah, je coupais en trois. On avait fait toute la partie division, placo, etc. Et du coup, bah, il m'a laissé un peu avec tout le second œuvre. Donc là, j'ai de la chance que j'ai du coup mon frère Mathieu et qui est aussi mon associé, qui lui, pareil, fait beaucoup d'IMO et lui, il fait ses travaux lui-même. Et donc, il a un Il matos, est venu te sauver la vie, quoi. voilà, il est venu me sauver la vie, clairement. Je le remercie encore quand il écoutera cet épisode. On a fait une opération commando sur la période de Noël. On est allé pendant 4 jours dans les appartements et on a fait tout ce qui est peinture, tout ce qui est sol, tout ce qui est monter les cuisines, monter les salles de bain. On a vraiment fait tout le second œuvre et on faisait des journées, vraiment, on commençait à 9h, on finissait à 2h du matin, quoi. Je me suis même fait Mmh. engueuler à un moment parce que du coup, c'était le dernier étage. Les autres appartements étaient loués parce qu'ils étaient finis depuis un petit moment. Je me souviens, Tu t'es fait engueuler par tes locataires? je me suis fait engueuler par une de mes locataires à 1h du matin qui est venue me voir parce que j'étais avec la scie circulaire en train de couper Ah mes ouais. plinthes à 45 degrés. Donc vraiment, en plus, c'est la scie circulaire avec l'aspirateur derrière, tu vois. Donc, je sais pas si tu vois le Ouais. genre, ça fait vraiment le gros bruit de la scie là, et puis après, ça aspire, Ouais. ça fait un boucan de ouf. Et en fait, on se rendait plus compte de l'heure, tu vois. On était vraiment en mode, on avait un matelas, on dormait dessus, on mangeait sur les cartons et on bossait comme des bourrins. On a fait ça pendant 4 jours. Et en 4 jours, on a sorti les 3 appartements, tu vois. Donc ça s'est fait comme Putain, ça. bravo, hein. Et après, j'ai juste appelé un autre plombier qui, lui, s'est occupé de raccorder la cuisine. Donc du coup, c'est lui qui est Mmh. responsable s'il y a des fuites. Donc nous, on a monté les meubles, Ouais. on les a fixés. Et lui, il a juste fait les raccordements.
Pareil pour le meuble vasque. Et par contre, il a fait les douches entièrement. Tu vois. Donc là, j'ai dû OK. retrouver quelqu'un d'autre. Et du coup, vachement bien. On se rend compte quand même que les travaux, c'est difficile, c'est un métier, c'est crevant, c'est risqué aussi. Moi, il y a des moments avec ma fameuse scie circulaire, pardon, je me suis dit, mais ouais, la tomate, tu fais un peu trop le con, ta scie et ton doigt qui sont quand même assez proches, Pas loin. fais pas de bêtises quand même, quoi. Donc, il faut aussi prendre ça en compte. Des fois, dans les travaux, ça arrive de se blesser, Ouais, ça les arrive risques de se faire d'accident, mal. quoi. Ça arrive Mmh. très vite un accident, surtout quand c'est pas son métier et que on veut bourriner un peu, qu'on commence à être un peu fatigué parce que c'est 23 Mmh. heures le troisième jour et que tu commences à en avoir, Mmh. voilà. Donc voilà un peu comment ça s'est passé. Au final, ça s'est plutôt bien déroulé parce que bah, j'ai Mathieu qui m'a un peu sauvé la vie là-dessus et du coup, on a pu finir le chantier et ça s'est fait. En fait, ce qui était surtout chiant, à la limite, si c'était pas tellement un problème d'argent, c'était un problème que là, pour retrouver quelqu'un, bah, en fait, il y a personne de dispo tout de suite, tu vois. Et oui, c'est ça. Donc du coup, Il tout le monde faut me disait: ils ont «Bah, moi, c'est OK, mais mmh. c'est dans 3 mois, c'est dans 6 mois» et du coup, je dis: «Non, franchement, c'est chiant, le truc, il est quasiment prêt. Là, il y a plus qu'à peindre, qu'à poser les sols et tout» et du coup, on s'est dit: «Bon, on va le faire nous-mêmes» et puis le plombier, lui, était dispo assez vite, donc ça a été et ça s'est fait comme ça, quoi. OK. Intéressant comme, retour d'expérience. Et donc faites très attention avec les acomptes, très, très, très attention. Il faut toujours que le pourcentage d'avancée des travaux soit supérieur au pourcentage d'acompte qu'on a versé. Ça, c'est hyper Ouais. important. Il y a des artisans en plus qui utilisent les acomptes du chantier numéro 1 pour financer le chantier numéro 2. Il faut faire attention. Moi, ils faisaient un petit peu ça justement. Ils faisaient jouer un petit peu les trésoreries. Donc, faites vraiment gaffe parce que bah, le jour où ça se passe mal, il n'y a pas grand-chose à faire en réalité. Pour terminer, Thomas, je voulais qu'on parle quand même d'un autre sujet qui est quand même, ta spécialité, enfin ce que vous faites avec l'e-box, qui est sur la recherche de la bonne affaire. Parce que, ben, voilà, moi je le dis, hein, en intro de chaque épisode, quand je fais mon petit jingle pour vous, c'est que j'ai quand même trouvé cette bonne affaire grâce à l'e-box. J'aimerais, bah, que tu me donnes peut-être déjà toi des tips, vu que c'est quand même, voilà, ton cœur de métier. Pour terminer, voilà, comment on peut trouver la bonne affaire? Alors, c'est vrai qu'on s'est beaucoup adressé là dans cet épisode bah, voilà, à toute la partie travaux, division et compagnie, mais il y en a certainement qui sont encore à la phase de recherche Ouais, et c'est quand même une des phases c'est les la plus phase la plus compliquées, on va pas se compliquée, ouais, mentir, hein. bien sûr. C'est, après c'est voilà, il y a plein de merde à gérer, mais ça avance tandis que tant qu'on trouve pas la bonne affaire, on peut rien faire donc, voilà. Dis-nous, c'est quoi le secret? Enfin, dis-moi quelques tips, je sais qu'il y a pas un secret magique, quelques tips, voilà, pour trouver la bonne affaire. Voilà, pour C'est être c'est rentable. c'est ce que j'allais dire, ouais, il y a pas de secret magique. Bon, je pense que voilà, tout le monde l'avait compris. C'est vrai que moi, je dis souvent le métier de l'investisseur, en fait, il faut dire: «Elle est où ma plus-value?» Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait trouver des bonnes affaires et qui sait bien les négocier et qui sait gérer des problèmes. On va dire, c'est un peu ça le triptyque de l'investisseur. Après, tout le reste, normalement, bon, les travaux, tu délègues, l'argent, c'est pas toi qui l'apportes. Il faut savoir bien négocier, bien se présenter et la partie trouver un bon bien, bah, c'est la plus compliquée, quoi. Hem Moi déjà, ce que j'aime bien faire, je vois très souvent quand même des investisseurs qui ont des recherches qui ne correspondent pas à leurs objectifs. Parce que, on commence à être de plus en plus sur les réseaux. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent de stratégies magiques à droite à gauche, de nouvelles méthodes encore inconnues, qui fait exploser le rendement et cetera. Enfin bon bref, je vise personne, mais, il y a quand même des trucs des fois on le voit, c'est un peu limite et en fait, il faut juste comprendre que, tu vois, par exemple, acheter à Paris, pour certaines personnes, c'est une très bonne chose, pour d'autres, c'en est une très mauvaise. Acheter dans un village de 3 000 habitants, c'est pas mauvais ou bon en soi, ça dépend de la stratégie, tu vois? Et moi, j'aime Mmh. bien toujours avec les personnes mettre un peu au clair, pourquoi est-ce qu'on fait de l'IMO? C'est quoi l'objectif à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans? Même si c'est pas forcément précis, c'est très dur de se projeter à aussi long, mais Mmh. savoir un petit peu déjà pourquoi est-ce qu'on se lance? C'est quoi un petit peu le temps qu'on a à accorder à nos investissements IMO? C'est quoi un peu l'appétence au risque qu'on a? Et en fonction de ça, en fait, tu vas faire ta stratégie et du coup, déjà, tu vas aller chercher les bons biens. Tu vas aller chercher, bah, peut-être l'appartement dans de la grande ville, peut-être du studio étudiant, peut-être de l'immeuble, peut-être de la coloc, peut-être du Airbnb. Et en fait, déjà, pour trouver un bon bien, bah, il faut savoir quoi chercher. Parce qu'en fait, on voit beaucoup de personnes, ils se mettent à chercher tout de suite. Ils vont bah, du coup sur l'e-box et puis ils cherchent des biens, mais en fait, ils savent pas trop ce qu'ils cherchent et du coup, bah, ils trouvent jamais. Parce que quand tu sais pas ce que tu cherches, tu vois passer des annonces et puis tu sais pas vraiment est-ce qu'elle est bien, est-ce qu'elle est pas bien. Et faut pas se mentir, la recherche immobilière, c'est quand même difficile. C'est de plus en plus difficile en plus parce que bah, il y a de plus en plus d'investisseurs immobiliers, il y a de plus en plus de gens qui démocratisent ça aussi bah, sur les réseaux, donc ça c'est quand même bien. Et du coup, les bonnes affaires, elles tombent jamais tout de suite, sauf exception, tu vois. Donc, il faut toujours quand même avoir un petit peu l'œil de savoir est-ce que c'est intéressant, pas intéressant. Et pour avoir cet œil-là, bah, il faut savoir quoi regarder, tu vois.
Et du coup, si tu as pas fait un peu ce travail en amont de stratégie, d'objectif, tu vas pas savoir: «Ah oui, celui-là, il correspond exactement à ce que je veux, parce que moi, ce que je cherche, c'est, tel rendement, tant d'appartements dans mon immeuble avec des travaux, telle typologie de bien parce que ça va faire ci, ça va faire ça, la ville, elle correspond à mes critères». Et du coup, déjà, c'est un peu la première étape, moi, que je trouve qui est hyper importante et qui est souvent délaissée. C'est pour ça que je passe un peu de temps dessus. C'est d'être très au clair sur ce qu'on fait Définir la et sur sa stratégie, ouais. recherche, tu vois? Sur ses critères. Mmh. Heu, après, bon, sur l'e-box, du coup, bon, pour réintroduire un peu ce que ça fait, l'e-box, c'est un peu, nous, on l'a créé à la base pour nos investissements perso. Je disais, nous, avec mon associé, on a commencé en 2017-2018. On a créé l'e-box en 2020 et l'idée, c'était un peu, d'automatiser et de regrouper, tout, ce qui était, infernal, moi, je trouvais, quand on investissait. C'est-à-dire d'aller chercher sur Leboncoin, sur SeLoger, sur PAP, d'avoir des fichiers Excel, à n'en plus finir pour faire les calculs de rendement, la fiscalité, tout ça. Donc, on a créé ce logiciel qui réunit aujourd'hui 1500 sites immobiliers. On a toutes les annonces au même endroit. On va pouvoir trouver les meilleures villes où investir autour de chez soi avec plein de critères hyper poussés. On va avoir toute la partie fiscalité qui va être faite. On va même avoir le dossier bancaire. Donc, c'est vraiment une plateforme tout en un là-dessus. Et du coup, l'idée, c'est une fois qu'on a réussi à trouver la bonne stratégie, on va pouvoir déjà trouver les bonnes villes, tu vois. Donc ça, c'est assez important aussi. Euh, Pareil, j'en parle assez souvent. Il y a beaucoup de personnes qui veulent forcément investir chez eux parce qu'ils pensent que, vu qu'ils connaissent la ville, bah, du coup, forcément, c'est une meilleure ville pour investir. Moi, je leur dis souvent, il y a 35 000 communes en France à peu près. Ce serait quand même une sacrée coïncidence que vous habitiez dans Que celle ce qui est soit la la bonne, ouais, plus intéressante la pour plus faire de rentable. l'investissement locatif, tu vois. Il y a quand même une chance sur 35 000, c'est pas énorme. Alors, il y en a forcément un, tu vois, pour qui ça marche, même si encore une fois, ça dépend des stratégies. Il n'y a pas la meilleure ville et la Mmh. pire ville, mais bon, tu as compris l'idée. Et donc, je leur dis toujours, en fait, arrêtez de croire que parce que c'est à côté de chez vous, ce sera plus rentable ou ce sera plus facile. C'est sûr qu'entre investir à côté de chez soi ou à 500 km, c'est pas pareil. Mmh. Et si C'est tu quand même plus investis, simple, c'est sûr. si tu investis à côté de chez toi ou dans le village ou dans la ville qui est à 10-20 km, concrètement, ça Oui, change pas c'est non ça. plus En fait, grand-chose. c'est surtout ça, il faut penser en termes de rayon, quoi. Pas forcément notre Exactement. ville, mais voilà, Voilà. à une demi heure autour de chez nous, qu'est-ce qui est le plus intéressant, Et quoi. du coup, j'incite souvent les gens à aller un peu plus loin. Et c'est vrai qu'en fait, normalement, c'est difficile. Enfin, moi, je l'avais fait un peu à l'époque quand j'ai commencé. Après, moi, voilà, j'ai un peu, j'aime bien les fichiers Excel. C'est un peu le côté ingé où du coup, j'avais récupéré plein de data depuis l'INSEE. J'avais plein d'infos sur toutes les villes et du coup, je me faisais des filtres dans Excel pour trouver toutes les villes qui correspondaient bien. Donc ça, maintenant, nous, on le fait un peu automatiquement. Donc, trouver les villes qui correspondent à ça, sa stratégie. Est-ce que je veux des villes avec un rendement qui est élevé? Est-ce que je veux des villes où les prix de l'immobilier montent? Est-ce que je veux des villes avec beaucoup d'étudiants? Et puis du coup, ne pas hésiter à élargir sa zone de recherche. Et puis après, on va voir en faisant des visites qu'on on comprend assez vite en fait la philosophie de la ville et puis comment ça se passe. Et puis, je dis souvent aussi, en fait, en France, tu as un truc qui est à la fois triste et à la fois super pour les investisseurs IMO, c'est que tu as la crise du logement et qu'en fait, n'importe où en France, tu as des locataires qui demandent et qu'en fait, n'importe où en France, franchement, tu as de la demande locative, tu vois. Même dans des petites villes, pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus il n'y a pas très longtemps, où je faisais un calcul sur une ville de 4000 habitants. En fait, tu te rends compte que tu auras toujours de la demande, quoi. Il n'y a jamais vraiment de problème de tension locative, il y a toujours un problème de prix et de qualité. C'est-à-dire qu'effectivement, si tu loues ton bien trop cher, tu vas être dans les derniers biens qui vont être sélectionnés par les locataires. Si tu loues un truc qui est dégueu, bah forcément personne ne va vouloir aller chez toi. Mais par contre, après, il faut être réaliste. Si jamais tu as un bien qui est rénové à neuf et qui en plus est au prix du marché, bon, bah forcément, les Ouais, tu locataires, pas de quand ils vont souci. chercher, ils vont aller Mmh. chez toi. Enfin, tu vois, c'est aussi con que ça, tu vois. Donc, du Mmh. coup, il n'y a pas vraiment de problème de tension locative. Tu as des locataires de partout. Euh, on fait de la location, on ne fait pas un business de t-shirt. Business de t-shirt, quand tu as 100 clients, tu vends 100 t-shirts, très bien. Quand tu fais du locatif, si tu as 100 dossiers locataires, tu n'auras qu'un locataire à la fin, tu vois. Donc en fait, des Mmh. fois, on s'achète des sécurités supplémentaires en se rassurant, en disant oui, mais par exemple, dans telle ville, bah, j'ai mon copain, lui, il a eu 100 demandes de locataires. Je dis, mais ça sert à rien d'en avoir 100, tu vois. Mmh. Si tu en as 10 bonnes, ça suffit. Dans les 10 bonnes, tu auras quelqu'un, tu vois. Et du coup, bah, cette sécurité, elle a un prix en fait à un moment aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'incite un peu des fois les gens à ne pas trop hésiter à aller un peu plus loin et à trouver des biens qui peuvent être plus rentables loin de chez eux, tu vois. Ouais. Donc ouais, bien définir sa stratégie, bien définir son secteur et finalement de là, après, tu vas pouvoir, quand tu connais bien ton secteur et que tu sais exactement comment tu vas l'exploiter,
tu vas pouvoir, repérer les bonnes affaires, quoi. Ouais, c'est ça. Repérer les bonnes affaires et puis après, moi, j'essaye de faire le quand on commence à s'éloigner un peu de chez soi, faut surtout pas se déplacer trop vite. Alors après, ça dépend si on est dans un marché tendu ou pas tendu. Mais moi, typiquement, c'était dans des villes plutôt moyennes, donc pas forcément des marchés tendus. Faut pas trop se faire avoir par les agents immobiliers qui vous disent: «Attendez, j'ai plein de visites là-dessus, ça va partir tout de suite, il faut que vous veniez immédiatement». Moi, je leur disais toujours de temporiser un peu et après, je me faisais des journées de visite, le samedi où, là, par contre, pareil, c'était un petit peu des trucs de bourrin, hein, mais je me levais à 6 heures du matin pour aller faire peut-être 1 ou 2 heures de route, visiter entre 5 et 7 immeubles dans la journée, et puis je rentrais chez moi à 22 heures le soir, tu vois. Mais j'essayais vraiment de tout condenser sur une seule journée, avoir le maximum d'informations avant de se déplacer pour être sûr qu'on ne se déplace pas pour rien. Et puis en général, sur une journée de visite comme ça, où tu en visites 6-7, que tu as déjà bien préqualifié en amont, globalement, tu vas faire au moins 75% d'offres d'achat. Et puis après, tu en as peut-être une qui va passer en fonction des prix que tu avais et de ce que tu as estimé. Mais essayer d'optimiser son temps au maximum, de pas trop se faire avoir par les agents immobiliers. Et après, il faut être organisé, tu vois. C'est-à-dire que tu vois des biens, tu les enregistres, tu mets des notes, tu te dis est-ce que là, il faut que je contacte l'agent, est-ce qu'il faut que je programme une visite, est-ce qu'il faut que je fasse une offre. Et tu te fais vraiment un espèce de suivi comme ça. Donc, nous, on peut le faire dans l'e-box directement où tu peux dire bah, où est-ce que tu en es un peu dans ton état d'avancement sur ce projet-là. Et tu vas dire bah, voilà, celui-là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Parce que le but, en fait, c'est de. On voit beaucoup de gens qui se démoralisent en fait, parce que c'est vrai que c'est quand même du boulot, on va pas se mentir, quand tu commences à investir dans l'IMO, les recherches et tout. Et du coup, si jamais tu optimises pas ton temps, bah, tu vas être très vite démoralisé parce que l'énergie que tu déploies par rapport aux résultats que tu as, c'est très disproportionné. Et du coup, il faut essayer d'optimiser au maximum pour dépenser le moins d'énergie possible, avoir quand même de bons résultats pour rester motivé et pour continuer à rechercher, à rechercher, à rechercher jusqu'à trouver ce qui va correspondre. Bon, j'ai un petit peu digressé, désolé, hein, mais Ouais, non, mais t'inquiète, t'inquiète, mais je comprends la perte de motivation, de toute façon, c'est le plus dur, hein, quand je le vois, j'ai certains clients, bon, même si je fais pas forcément d'accompagnement IMO, il y en a qui me partagent leur, ouais. voilà, leur désarroi et moi, c'est pareil. À chaque fois que j'ai cherché des biens, je trouve il y a toujours une phase où tu fais plein de visites, où tu découvres un peu le marché et en fait, tu trouves pas la bonne affaire. Après, tu attends, tu es toujours à l'affût, tu sais exactement le prix, donc tu t'es prêt à sauter sur le truc. Puis il y a rien qui sort, il y a rien qui sort et au bout d'un moment, tu en as une qui sort, mais enfin, je trouve que garder la la foi, tu vois, c'est pas le plus simple Ah, c'est dur, ouais. et enfin, tu vois, en termes de délai de recherche, moi, je sais que d'expérience, enfin, sur les 4 biens que j'ai achetés, le minimum que j'ai mis, c'était 3 mois. C'était entre 3 et 6 mois. Je suis curieux de savoir, toi, à titre perso et même, je sais pas si tu as des datas sur les utilisateurs de l'e-box, en combien de temps ils trouvent, la bonne affaire? Enfin, tu vois, entre le moment où peut-être ils prennent l'abonnement et le moment où ils achètent, tu vois? Enfin, je sais pas si tu as ce genre de data, que ce soit toi ou sur les utilisateurs, je suis curieux de savoir pour peut-être moins démoraliser les gens qui viennent se lancer dans la recherche, tu vois? Ouais, je sais que nous, ce qu'on voit beaucoup, sur l'e-box, c'est entre 3 et 6 mois. C'est à peu près ça aussi. Ouais. Après, ça dépend, toujours pareil, si c'est ton premier, ça va te prendre entre 3 et 6 mois. Si c'est ton Ouais, deuxième après si ou tu ouais. si c'est ton 10e, bah, tu Ouais, te que tu connais remets, déjà le marché par cœur et tout, ouais, ça tu peut connais le tu peux marché, bien tu sais avoir, ouais. exactement ce que tu cherches, donc en fait, du jour au lendemain, tu peux trouver, ça dépend vraiment de ce qui tombe aussi. Hem, Moi, le départ a été compliqué parce que j'ai eu, 2 projets acceptés où les vendeurs se sont rétractés. Donc du coup, à chaque fois, je pensais que c'était bon et puis en fait, bah, le vendeur me dit finalement non. Donc un peu chiant. Donc à chaque fois, bah, tu sais, tu arrêtes un petit peu tes recherches parce que tu as une offre d'achat acceptée et tu te dis bah, c'est bon. Et puis en fait, bah, 2 ou 3 mois après, tu apprends que c'est pas bon. Donc du coup, le premier, je pense qu'il est arrivé 1 an après, en gros, entre le moment où j'ai commencé à chercher et puis le moment où j'ai vraiment acheté. Mais globalement, 3 à 6 mois, c'est à peu près ça, ouais. C'est ce qu'on voit nous de notre côté, ouais. Donc ça prend du temps, il faut le savoir. Et du coup, c'est aussi pour ça que bah, utiliser un logiciel qui te permet de mâcher le travail, ça te permet de ne pas faire tout ce travail rébarbatif et bah, toujours pareil, de gagner du temps et du coup de conserver de la motivation et puis aussi de trouver plus facilement des biens que tu n'aurais pas forcément vu à la base parce que bah, Mmh. des fois, il faut refaire tous les calculs à la mano et tout et c'est vrai que tu n'as pas forcément la foi et tu as tendance à la fin, moi je l'avais
à regarder vite fait et à dire ah, en fait celui-là je le sens pas trop, à mon avis il va pas passer, mais tu prends pas la peine de vraiment l'analyser comme il faut et forcément qu'il y a un moment où il y en a un tu vas dire en fait celui-là il passe pas et en réalité il serait passé parce que tu avais mal regardé Ouais, ou si tu avais eu t'as les pas bons fait l'effort. calculs et tout, Ouais, et c'est vrai que moi, c'est ça que j'apprécie sur l'e-box aussi, c'est que tu as voilà, vous avez toutes les datas de rendement, de projection, enfin, tu arrives tout de suite à voir, enfin, c'est comme tu dis, tu mâches le travail de ce que tout le ouais, monde fait tout est avec fait un Excel, automatiquement donc maison. tu es Donc obligé de tu le sais regarder exactement le quoi. rendement brut que tu auras, le rendement net, la fiscalité, enfin, en fonction du choix que tu vas faire, bah, Ouais. quel sera l'impact sur la fiscalité. Même le dossier bancaire, ça aussi, ça va être pas mal, hein. En un clic, tu as le dossier bancaire pour présenter le projet, lié à l'annonce, donc c'est vrai que ça moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé aussi. Hem Bon, dans tous les cas, vous l'avez bien compris, bon, l'e-box est partenaire, hein, de cette série depuis, bah, depuis 4 épisodes maintenant. Si vous voulez tester, donc il y a 50 sur le premier mois, hein, Thomas, tu me dis si je me gourre, mais on a ce Exactement. qu'on a mis en place, hein, 50 sur le premier mois pour les utilisateurs de l'e-box. Ça permet de tester, voilà, avec peu de risques et voilà et de voir, si ça vous convient. Moi, en tout cas, hein, je suis très content de travailler avec l'e-box et Thomas parce que, ben, comme souvent, quand je choisis un partenaire, c'est que je l'utilise et je l'ai utilisé pour trouver ma super RP rentable, donc voilà, je vous invite vraiment à faire pareil, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que pour, terminer, Thomas, tu veux dire quelque chose pour, clôturer ce super épisode, Bah, écoute, très intéressant je te remercie, pour ce passage, sur le podcast. Je te souhaite, très bon courage pour la suite, des travaux dans l'ARP et puis, pour la suite de l'investissement au global. On se tiendra au courant du coup, pour voir un petit peu ce que ça a donné et puis écoute, j'espère que ça a pu aider d'autres personnes aussi cet épisode et que ça va vous inciter à vous lancer aussi et voilà, s'il y a des gens qui veulent, me poser des questions, hésitez surtout pas et en tout cas, c'était un plaisir. et Thomas a une super chaîne YouTube aussi avec l'e-box que je vous invite à découvrir, que je mettrai dans le lien en description et ça vous Merci permettra beaucoup. d'avoir, du contenu, plutôt axé immobilier forcément, de très grande qualité, donc je mettrai aussi le lien en description. Merci. Bon, à très bientôt Thomas, merci encore. À très bientôt, je te remercie. Salut.